Maintenant qu'on a revu tous les acteurs intervenant dans la coagulation plasmatique, on va passer au scénario. Où doit-on dire les scénarios? Car, en effet, lors de la coagulation plasmatique, deux scénarios peuvent être rencontrés. Et ceci dépend de la situation où on se trouve. Le premier scénario se présente in vitro, c'est-à-dire au laboratoire dans un tube citraté. Le deuxième scénario se voit in vivo, c'est-à-dire dans un corps humain lors d'une hémorragie. Je sais que tout ça vous paraît un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va commencer par le scénario le plus simple, c'est-à-dire le scénario in vitro. Donc la coagulation plasmatique au laboratoire peut être déclenchée par deux voies bien distinctes. Ces deux voies auront le même résultat final, c'est-à-dire la transformation du fibrinogène en fibrine. La voie extrinsèque ou exogène est appelée ainsi car elle est déclenchée par un facteur tissulaire et non plasmatique. Le facteur tissulaire va se lier au facteur 7 activé et ce complexe va transformer le facteur 10. Par contre, la voie intrinsèque ou endogène est activée par des facteurs plasmatiques. La précalécrine va se transformer en calécrine qui, elle, va transformer via le kininogène de haut point moléculaire le facteur 12, puis 11, puis 9, et tout ça en cascade. Ces deux voies vont se croiser dans une voie commune qui est la transformation du facteur 2 ou la prothrombine en thrombine qui, elle, ensuite transformera le fibrinogène en fibrine. Donc la voie extrinsèque ou exogène va être explorée grâce au temps de Quick ou les TQ qui est exprimé en secondes mais peut être converti en taux de prothrombine exprimé en pourcentage. La voie intrinsèque est explorée grâce au TCA, le temps de cépaline et activateur, exprimé en secondes, alors que le temps de thrombine est exprimé en secondes. Il explore la voie commune. Maintenant, on va décrire la voie exogène en plus de détails. Comme on l'a évoqué, le facteur tissulaire va déclencher cette voie. Il va se lier au facteur 7 activé grâce à des ions de calcium. Ce complexe facteur tissulaire facteur 7 activé a la capacité de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé qui lui va se lier au facteur 5 puis se déposer sur un facteur 3 plaquettaire qui est tout simplement un phospholipide de la membrane cellulaire. Cette liaison est produite grâce à des ponts de calcium. Ce complexe est appelé prothrombinase car il est capable de transformer la prothrombine en thrombine. La thrombine produite a la capacité de transformer le fibrinogène en une fibrine. Maintenant, regardons la voie
intrinsèque qui est déclenché soit par la précalécréine, soit par une surface électronégative qu'on appelle le kaolin. La calécréine avec le kininogène de haut poids moléculaire vont transformer le facteur 12 en 12 activé qui à son tour va transformer le facteur 11 en 11 activé, puis le 9 en 9 activé. Le 9 activé va se lier au facteur 8 activé et se déposer encore une fois sur le facteur 3 plaquettaire en présence de calcium. Ce complexe facteur 9 activé, facteur 8 activé, le facteur 3 plaquettaire et le calcium est appelé ténase. La ténase a la capacité, encore une fois, de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé. Il va se lier au facteur 5, le calcium et le facteur 3 plaquettaire qui vont former la prothrombinase, transformer la prothrombine en thrombine qui, elle, transformera le fibrinogène en fibrine. Cette fibrine est au départ insoluble, puis va devenir insoluble grâce au facteur 13 activé. Maintenant, voici le schéma général de l'activation de la coagulation in vitro. Vous voyez que les traces de thrombine produites au départ vont servir à la transformation du fibrinogène, l'activation du facteur 5 et le facteur 8. Je rappelle que le facteur 5 et le facteur 8 sont des cofacteurs du facteur 10 et 9 respectivement. La thrombine, elle a aussi la capacité d'activer le facteur 13 en 13 activé, qui est le stabilisateur de la fibrine. Maintenant, il est temps de passer au deuxième scénario, c'est-à-dire in vivo, dans un corps humain, lors d'une blessure et d'une hémorragie. Alors accrochez-vous. Dans un corps humain, il n'existe pas de voie endogène et de voie exogène. Mais par contre, il existe une initiation de la coagulation suivie d'une amplification de cette coagulation. Et l'initiation de la coagulation est déclenchée grâce au facteur tissulaire qui va se lier au facteur 7 activé en présence de calcium. Et ce complexe a la capacité de transformer le facteur 10 et 9 en même temps. En fait, le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé a la capacité de shunter la voie endogène. Ce n'est pas surprenant que M. Rosenthal est mort d'une thrombose au lieu d'une hémorragie. Et donc, il va se créer ce qu'on appelle in vivo la boucle de Josso. Cette boucle de Josso a pour but de produire une ténase
c'est-à-dire un facteur 9 activé lié à un facteur 8 activé, le tout qui repose sur une phospholipide, le facteur 3 plaquettaire et des ponts de calcium, ainsi que la production d'une prothrombinase, c'est-à-dire un facteur 10 activé, facteur 5 activé, facteur 3 plaquettaire et calcium. Cette prothrombinase a la capacité de transformer de la prothrombine en thrombine. Et la thrombine a plusieurs rôles. Le premier, c'est de transformer le fibrinogène en fibrine, puis d'activer les plaquettes. Vous vous rappelez, lors de l'hémostase primaire, lors de l'activation plaquettaire qui survient juste après l'adhésion plaquettaire, elle a la capacité aussi d'activer le facteur 5 et le facteur 8, qui sont, je vous rappelle, des cofacteurs et non des enzymes sérine protéases. La thrombine, elle a aussi un autre rôle dans l'activation du facteur 13. Le facteur 13 activé a la capacité de rendre cette fibrine qui est insoluble en une fibrine soluble et stable grâce à des ponts disulfures. Maintenant, passons à l'amplification. Je rappelle que la thrombine, elle a une autre action et d'activer le facteur 11. En facteur 11 activé. Mais l'amplification est surtout produite par la transformation du calécréine en précalécréine en calécréine grâce au kininogène de haut poids moléculaire qui lui est activé par le facteur 12 activé. C'est un peu trop compliqué, vous allez me dire, mais cette voie ressemble très étrangement à la voie endogène. Donc, le calécréine et le kininogène de haut poids moléculaire vont transformer le 12 en 12 activé. Le 12 activé transforme le 11 en 11 activé, qui lui transforme le 9 en 9 activé. Il va se lier au facteur 8, le facteur plaquettaire et les ponts de calcium. Donc, une autre forme de ténase. Il existe une ténase qui est d'origine exogène et une ténase qui est d'origine endogène. Donc, cette ténase va activer le facteur 10. Le 10 activé va se lier au facteur 5 activé, se reposant sur des phospholipides grâce à des ponts disulfures et transformer le facteur 2, c'est-à-dire la prothrombine, en thrombine. Et donc, transformer le fibrinogène en fibrine, puis le facteur 13 intervient en dernier où il va stabiliser les fibrines et les rendre insolubles. Maintenant, parlons des inhibiteurs. Rappelez-vous qu'il n'y a pas que les facteurs de coagulation, mais il existe des inhibiteurs des facteurs de coagulation. Et le premier, c'est l'antithrombine.
Comme son nom l'indique, l'antithrombine a la capacité d'inhiber la thrombine en se liant avec elle et donc de l'empêcher de la transformation du fibrinogène en fibrine. Accessoirement, l'antithrombine a la capacité d'inhiber le facteur 10 activé, d'inhiber le facteur 9 activé et aussi d'inhiber le facteur 11. Maintenant, parlons du couple protéine S, protéine C. La protéine C a la capacité d'inhiber les deux cofacteurs, le 8 activé et le facteur 5 non activé. Mais la protéine C ne peut pas accomplir sa fonction si la protéine S est absente. Et donc la protéine S est un cofacteur de la protéine C. Et ces deux protéines, je vous rappelle encore une fois, sont vitamine K dépendants. Maintenant, le TFPI, ou le Tissue Factor Protein Inhibitor, a la capacité d'inhiber le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé. Voilà, enfin, j'aimerais bien vous montrer le schéma général de la coagulation in vivo. Si je vous avais montré ça au début, ça vous aurait fait peur. C'est pour ça qu'on divise toujours la coagulation et l'hémostase en étapes pour des raisons purement pédagogiques. Voilà, et maintenant, je vous prie de s'abonner, d'aimer et de partager. Je vous remercie pour votre attention.